Bonjour, Florent Palicot, maraîcher bio depuis 13 ans à la Forêt Landerneau à la ferme du Fessiou. Donc on est sur une ferme du Nord Finistère et on a 6 hectares de SAU. On travaille 2000 m² d'abri froid également, 70 légumes différents, à peu près 250 variétés. Les serres sont en maraîchage sur sol vivant depuis 2 ans et nous sommes 3 salariés et moi en tant que patron. Je suis pas issu du milieu agricole, hein. C'est pas une ferme de famille ici. Moi j'ai commencé à travailler en cuisine et bon après je me suis orienté parce que ça me convenait pas trop. Donc je suis reparti en formation BTS en maraîchage, pas bio à l'époque, hein, il n'y avait pas vraiment de formation il y a 14 ans. Et moi bon je suis parti vers là, ça me paraissait de toute façon logique que la question environnementale me souciait déjà. Et après c'était essentiellement pour être mon propre patron et faire quelque chose qui avait du sens, quoi. C'était surtout ça, pas travailler sans savoir ce que je faisais, où j'allais, et puis avoir, c'est un peu prétentieux, mais essayer d'avoir un peu un effet sur la société, quoi. Je faisais classique au départ, hein, bâche, travail du sol, tout ce qu'il y a. Après, moi, ce qui me gênait, c'est de voir les quantités de plastique qu'on peut jeter chaque année, le tracteur qu'on utilise tout le temps, parce que bon, si on avait le choix, avoir le bruit d'un tracteur, c'est pas très agréable, on éviterait, hein. Donc c'est des trucs qui m'ont questionné. Donc après moi j'ai commencé à travailler en maraîchage sur sol vivant en fait avec le GAP, le groupement des agriculteurs bio. Et ce qui m'a amené, moi il y a 5 ans, j'ai fait mes premiers essais sur but avec une couverture de compost et de foin, quoi. Mais bon, on a trouvé que c'était beaucoup plus agréable de travailler. C'était plus joli, on avait plus de goût à aller travailler avec ça. Et que surtout, au bout de 2-3 ans, on s'est rendu compte que les serres où on travaillait comme ça, on avait une sorte d'écosystème qui se mettait en place. C'est-à-dire que là, il y a 3 ans, on avait fait un essai. On avait là une moitié de serre en aubergine sur sol vivant et l'autre moitié sur plastique, tout planté en même temps, tout pareil, les mêmes variétés. Et la variété qui était en travail du sol et sur plastique a été attaquée par des pucerons et des dorifores. Et ils sont arrivés 1 mois et demi après sur les autres. Donc on n'a rien eu à faire sur la série. Et c'est vrai qu'on l'a vu cette année, là, du coup on a passé il y a 2 ans tout comme ça, tout sans travail du sol. Et moi, c'est la première année où j'ai très peu de mildiou sur la tomate et 0 puceron. Donc, je suis pas encore sûr, on peut pas valider au bout de 2 ans, hein. On est en agricole, on validera dans 10 ou 15 ans. Mais moi, je pense qu'il y a une sorte d'écosystème, d'équilibre qui se fait et que tout le monde arrive à s'en tirer mieux et on perd pas sur les rendements. Et par contre, on gagne sur certains produits, on gagne énormément en qualité. Et après, les fleurs, c'était pas pour ça au début, c'était pour faire des bouquets à vendre. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, là, il y a 2 mois, que c'était gavé de coccinelles et de larves de coccinelles. Donc du coup, cette année, ça nous a permis de pas acheter d'auxiliaires. On ramasse et on remet dans les autres serres, quoi. On a mis des fruitiers, par contre, en serre pour ça. Parce que là, ça, bon, j'ai des copains qui travaillent depuis quelques années là-dessus. Et ça, on sait clairement que des fruitiers, ça va permettre d'héberger tous les auxiliaires qui peuvent pas passer l'hiver vu qu'il fait trop froid. Ça va les héberger dans l'écorce, aux pieds, partout, et les retrouver l'année d'après, quoi. Moi, je suis plutôt en train de revendre mon matériel et de simplifier tous mes itinéraires pour travailler moins le sol. Et ce qui demande d'embaucher plus. Mais moi, c'est une réflexion que j'ai eue depuis l'année dernière, quand on est passé en permaculture comme ça. Et donc ma réflexion a été pas mal là-dessus aussi, pour passer en MSV. C'est que l'année dernière, en été, j'ai eu peur, j'ai embauché énormément. Mais à la fin de l'année, mon bilan était mieux que l'année d'avant, où j'avais utilisé beaucoup plus de plastique et de pétrole et tout ça. Et par contre, là, j'ai plus embauché. Mais à choisir, je préfère embaucher, c'est beaucoup mieux, quoi. Ça fait de la redistribution. Mais bon, au bout de 10 ans de maraîchage, je me suis rendu compte qu'au niveau physique, de toute façon, je pouvais pas continuer tout seul à gérer une ferme. Il me fallait des gens pour me soulager et que moi, je passe plus sur une partie administrative, prévisionnelle, etc., quoi. Et c'est pour ça que dans le même temps, là, depuis 2 ans, j'ai pris un poste comme formateur dans une formation en maraîchage bio. Ce qu'on attend de moi sur cette formation, c'est le côté professionnel. Et par exemple, ils ont eu 20 heures de comptabilité, on va dire, théorique, quoi. Et après, moi, je leur montre de la comptabilité pratique en leur disant, bon, ça, on s'en fout. C'est pas très important pour nous, ça plaît aux banquiers, mais nous, pour nous, on s'en fout. Donc c'est un peu le regard professionnel qu'on amène, c'est une formation pour installation en maraîchage. Si j'avais à refaire, je pense que j'aurais commencé plus petit, et je serais resté plus petit pour essayer de maîtriser mieux tout ça. Parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier, quand on vient pas du monde
agricole, racheter une ferme, un équipement, surtout que bon, on est en bio, donc souvent c'est des créations. Et ben là où on se plante au départ, on se dit ça va le faire, mais en fait non, ça demande énormément d'argent, donc des prêts. Et après, on est tu par les couilles par les banques pour produire, voilà. Et puis c'est plus toi ton propre patron, quoi. Et je pense que si c'était à refaire, ouais, je serais parti dès le départ sur un maximum d'autonomie. Là où j'encadre des TP, c'est des gens qui vont s'installer. Moi, c'est mon discours. Mais après, c'est très personnel, hein. Il y en a plein d'autres agriculteurs bio qui seront pas d'accord. Mais moi, j'ai tendance à leur dire, ouais, installez-vous sur des petites surfaces, tranquillement. Prenez pas de risques financiers. Ou sinon, faites tout l'inverse. C'est-à-dire, dans ces cas-là, vous prenez une grosse ferme, vous employez 20 salariés, et vous allez vendre dans des gros circuits. Là, vous en tirerez aussi. Mais entre les deux, c'est difficile. Les difficultés, il y en a beaucoup, surtout quand on vient pas du milieu agricole. Je pense que tout le monde, quand on s'installe, on est un peu des doux rêveurs, quoi. On se dit que tout va bien se passer, qu'on va faire plein de choses et que c'est génial, mais on se rend compte très vite qu'au niveau travail, c'est une sacrée charge de travail. Travail très physique, multiples compétences. C'est ça, c'est un truc très important pour moi, c'est que faut pas croire que le paysan, je vais me répéter, mais qui part le matin avec sa fourche pour aller faire ses récoltes, c'est que derrière, quand on est paysan en vente directe comme ça demande de faire de la comptabilité, de la gestion, de la vente, de la communication, de la soudure, de la mécanique, de la menuiserie. Et ça, c'est tout ce qu'il y a à côté de la gestion d'une ferme, des rotations, des commandes de plants. Bon, je vais pas tout énumérer, on n'a pas fini. C'est il y a 3-4 ans que j'ai augmenté tous mes prix, où je me suis dit, bah, c'est pas possible, on peut pas, soit j'arrête, soit on augmente et on se rémunère. Parce qu'on peut pas continuer à bosser quand même, parce que on est tous engagés, on a envie que ça se développe, mais il y a un moment d'être engagé, bah, ça suffit plus. Et moi, ce que j'aimerais voir changer, c'est avoir une prise de conscience que les paysans, c'est pas des esclaves. Et que c'est pas du tout normal qu'on bosse 50, 60, 70 heures par semaine pour gagner même pas le SMIC. Et encore, voilà, en bio, on est mieux rémunéré, quoi. Faut quand même savoir que tu as plus d'un tiers des agriculteurs qui sont au RSA. Et qu'il y a un moment, faut se dire, après on vient nous dire que c'est cher, bah ouais, mais c'est qu'il y a eu, c'est qu'il y a un problème quelque part. Faut mettre de l'argent dans la nourriture, c'est la base. Nous ici, en termes d'aide, on touche le crédit d'impôt en bio, parce que j'estime que c'est une aide qui est justifiée au vu des services qu'on rend à la société en termes d'aménagement du territoire, en termes de qualité de l'eau et en termes de plein de choses. Après, par contre, au niveau des aides PAC, là, moi, ça fait depuis l'année dernière, je refuse les aides PAC parce que c'est conditionnalisé à la surface et tout ça, et donc vu notre système, moi, je payais plus cher mon comptable pour faire ma déclaration PAC européenne que ce que je touchais d'aide, quoi. Donc, il y a un moment, ça n'a plus de sens de demander des aides pour faire marcher une machine et des salariés derrière, quoi. Là, je vais parler d'un autre truc, c'est l'Atelier Paysan, c'est une association avec qui je travaille, et qui part du principe que les savoir-faire paysans, c'est nous qui les avons. Et c'est pas aux grosses boîtes fabricants de matériel agricole de venir nous dire comment on va travailler. Ça serait à eux de nous écouter et fabriquer les machines dont on a besoin. Donc du coup, l'Atelier Paysan, c'est là-dessus qu'ils travaillent, c'est la réappropriation du savoir-faire paysan. C'est-à-dire que tu construis ta machine toi-même, parce que tu sais ce que tu vas avoir besoin, et après tu sais la réparer. Plutôt d'être dans un système où tu es complètement dépendant de grosses industries. Le choix de la vente directe pour essayer d'avoir le maximum de valeur ajoutée, et aussi avoir le contact avec le client, et pouvoir expliquer je dirais pas qu'il y a du bio à deux vitesses, mais pouvoir expliquer que le produit que nous on produit ici en maraîchage sur sol vivant, en prenant bien soin, choisissant bien nos variétés, que des trucs anciens sur des critères de qualité, c'est pas le même produit en bio qu'on va retrouver chez Edouard. La répartition des légumes sur une ferme, nous logiquement on les ferait pour pouvoir tourner, avoir des rotations qui reviennent pas trop souvent, avoir un bon équilibre. Mais après la démarche, la consommation n'est pas du tout comme ça. On fonctionne, la consommation va que sur quelques légumes principaux, quoi. Et ce qui crée effectivement des problèmes, nous, sur la tomate, vu la surface et la clientèle qu'on a, le chiffre d'affaires qu'on doit faire, on a quasiment chaque année la moitié des serres qui est en tomate. Donc on se retrouve à faire des rotations, on saute juste une année et on revient en tomate l'année d'après. Donc ce qui n'est pas l'idéal en termes de ravageurs, maladies et puis même en termes de respect du sol.
Mais après, c'est un truc qu'on retrouve aussi un peu partout. C'est que ça pose des problèmes, on le voit par exemple, un bon exemple, c'est la carotte. La carotte, moi quand j'ai fait mes premiers stages il y a 25 ans, on arrivait à couvrir avec des voiles, avec des grosses mailles. Et ceux avec qui je travaillais, les anciens, me disaient, bah, nous il y a 20 ans, on mettait pas de voile sur la carotte pour se couvrir de la mouche, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme la carotte, c'est un des légumes les plus consommés, eh ben, il y en a de plus en plus partout. Donc les ravageurs arrivent de plus en plus à se multiplier. Et donc, hop, et c'est le fait de la monoculture, en fait. Plus on consomme la même chose, plus on développe des risques de maladies, de ravageurs, contre lesquels on n'arrive pas à lutter. Donc, c'est un peu un problème de biodiversité. Bah, plus on a de diversité, de toute façon, plus, moins on sera emmerdé. Et plus on pourra avoir des systèmes autonomes et des choses adaptées, quoi. Mais il y a aussi c'est la sélection aussi des espèces qui ont été faites qui joue ça, tu vois. C'est qu'on n'a pas travaillé, jusque-là, ça commence à venir, il commence à y avoir des essais en bio, mais nous, par exemple, sur la patate, ça fait que 7-8 ans qu'on a des variétés résistantes au milieu pour pas avoir à traiter. Mais avant, c'était pas un travail qui intéressait les conventionnels, où ils avaient, on a les moyens pour balancer du louzou, on y va, quoi. Et du coup, on sélectionnait uniquement sur l'aspect. Alors qu'on pourrait les sélectionner sur plein d'autres critères intéressants. Ah bah les solutions à ce type de problème, c'est un peu de changer notre consommation. C'est qu'il y a plein de légumes qu'on consomme pas parce qu'on n'a pas l'habitude de les consommer. Parce que aussi, bah, c'est vrai que c'est des légumes qui sont des fois plus compliqués à cuisiner et qu'on a moins le temps dans notre société hyper speed. Mais faudrait se remettre déjà à cuisiner, essayer d'aller chercher d'autres légumes. Et que moi j'adore les légumes, mais je trouve qu'il y a moyen de cuisiner avec les légumes des choses super. Ouais, ça m'énerve quand j'entends des gens qui remettent en cause le dérèglement climatique, hein, pas le réchauffement. C'est pas obligatoirement un réchauffement. Mais qu'on l'a bien vu, nous, là, ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans où il y a vraiment un gros changement. Où là, à l'époque, où on faisait nos semis, avril, mai, etc., on était sur des périodes où ça alternait un peu pluie, il faisait assez bon. Alors que là, depuis 2-3 ans, on est sur des périodes mars, avril, mai très très sèches, avec des températures assez froides. Donc, du coup, ça décale tous nos prévisionnels, on sait plus trop sur quoi tabler. Et après, du coup, quand on se retrouve à semer, et ben, toutes les mauvaises herbes qui d'habitude avaient un cycle étalé sur l'année pour désherber, on désherbait au fur et à mesure, ben là, toutes les mauvaises herbes, ils faisaient sec et froid, ils n'ont pas bougé. Donc là, nous, cette année, on s'est retrouvé début juin, toutes les mauvaises herbes des 3 mois derniers sont arrivées en même temps, quoi. Donc ça complique beaucoup le boulot. Et après, en termes de réchauffement, on le voit sur les ravageurs. C'est que, par exemple, l'exemple du doryphore est assez bon. C'est que le doryphore a été éradiqué ici il y a une 50aine d'années avec tous les produits chimiques. Et ça faisait 50 ans qu'on a, dans le Finistère Nord, hein, on avait très peu de ravageurs en doryphore, quoi. Il est revenu dans le sud de la France il y a une 20aine d'années. Moi, je sais que j'ai des collègues dans le Morbihan là qui, depuis 10-15 ans, sont déjà emmerdés. Il y a 5 ans, c'était le Finistère Sud. Et là, depuis 2-3 ans, c'est ici où on commence à être vraiment envahi, quoi. Et on sait que c'est un ravageur qui remonte avec les températures, quoi. Et qu'il suffit de, bah là, ça nous paraît pas parlant, mais il suffit de 0,2 degrés. Mais pour certaines bestioles, c'est les 0,2 degrés qui manquent pour migrer à un autre endroit et se développer, quoi. Donc on essaye de faire nos graines, qui permet d'avoir des variétés qui seront mieux adaptées. En les reproduisant chaque année, on aura de plus en plus de variétés adaptées au territoire. Il y a encore une 50aine d'années, moi je sais que dans le coin, bah, il y avait tous les 10 kilomètres, il y avait une variété de choux particulière à cette zone-là, et qui était bien adaptée, qui résistait mieux, et c'est un peu ça le principe. De toute façon, et moi ça a tout le temps été mon idée, hein, c'est d'essayer de maîtriser tous nos produits en termes d'approvisionnement. L'idéal, ce serait d'être complètement indépendant, et c'est ce qu'on recherche, d'être le plus autonome sur tout. Et je pense qu'un bon exemple, c'est la crise du Covid, quand ça arrive et qu'on a du mal à s'approvisionner. Si on était tous en local, ce serait beaucoup plus simple.